Ce petit gecko est probablement l'une des meilleures espèces pour débuter avec les reptiles. Il est calme, facile à nourrir et c'est selon moi probablement le lézard le plus mignon du monde. Mais il y a un problème, son environnement est souvent beaucoup trop simplifié. Puisqu'on le compare souvent à son cousin le gecko léopard, on finit par garder les deux espèces de la même manière. Pourtant, si on regarde l'environnement d'où vient le gecko à queue grasse, on peut voir qu'il y a place à l'amélioration. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment lui créer un environnement qui répond réellement à ses besoins de A à Z. On va explorer tous les sujets, que ce soit les températures, la taille du terrarium, le nourrissage, etc. Donc ne tardons pas plus et parlons du gecko à queue grasse. Le sponsor de cette vidéo aujourd'hui, ça va être la compagnie La Swamp, qui vont notamment produire des insectes nourriciers comme ceci, mais aussi des éléments botaniques pour ton terrarium. Qu'est-ce qu'un élément botanique? On peut en avoir l'exemple ici comme avec cette gousse et aussi avec ces feuilles que tu vas pouvoir mettre dans et sur ton substrat, dans ton setup bioactif. Ce genre d'éléments sont vraiment importants si tu tiens à la santé de ton écosystème parce que c'est grâce à ça que tes collemboles, mais aussi tes cloportes vont pouvoir se nourrir. Suite à la consommation de ces feuilles mortes, tes cloportes vont produire des déjections qui vont par la suite nourrir toutes les plantes de ton système. J'adore la compagnie La Swamp, ça doit faire des années que j'achète de leurs produits avant même d'être sponsorisé. J'aime le fait que ça soit aussi une marque canadienne, mais surtout québécoise. Personnellement, j'aime beaucoup encourager local, donc me faire sponsoriser par eux, ça a vraiment été une évidence. Par exemple, ici, dans mon petit paquet personnalisé, je vais avoir des grillons de taille 1/8 de pouce, ainsi que des plus gros grillons de la taille de 3/4 de pouce. Par la suite, un de mes éléments préférés, ce sont les mouches à fruits. J'ai l'impression qu'ils blendent beaucoup plus de médias dans le fond et qu'ils mettent énormément de mouches pour commencer la culture. Évidemment, Inti n'aurait pas été contente si je n'avais pas reçu de verre à soie, donc La Swamp ont bien fait de m'en envoyer. Et pour ce qui est des éléments botaniques, ça, je vais laisser ça pour un prochain Reels où on va aller explorer toutes les utilités de ces produits ainsi que leur utilisation dans un setup bioactif. Je vous laisse pour le reste de la vidéo. L'habitat naturel du gecko à queue grasse est en surface très sèche. Par contre, il y a plusieurs microclimats humides, notamment en dessous des souches d'arbres, en dessous des roches ou en dessous des crevasses où il va y avoir une très forte humidité. C'est à prendre en compte, surtout que c'est pas un lézard qui est désertique, donc avoir une bonne humidité, ça va lui permettre de faire de très belles mues et de rester hydraté sur le long terme. Comme la plupart des œufs bleupharidés comme le gecko léopard, c'est un animal qui est crépusculaire, voire nocturne. Par contre, pour son comportement, il est un peu plus timide que son cousin le gecko léopard. On va moins le voir dans son terrarium. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un des traits de caractère que j'aime le plus chez le gecko à queue grasse. Tu vas me demander pourquoi est-ce que j'aime un gecko qui se cache souvent. La raison est la même que celle de la garde en captivité des Ranitomea. J'adore les Ranitomea, c'est des dendrobates fantastiques, on les voit jamais. Par contre, le moment où tu les vois, c'est réellement un événement. La taille est relativement petite, on parle d'un gecko qui fait entre 15 et 20 cm, dépendamment du sexe et de la génétique de l'individu. C'est un lézard qui vit très longtemps. Et ça, c'est une très grande responsabilité de la part du propriétaire, puisqu'il peut vivre de 15 à 20 ans, voire plus dans certains cas exceptionnels. Donc si tu achètes un gecko à queue grasse, c'est une responsabilité pour un très bon bout de temps. Comme son nom l'indique, on l'appelle le gecko à queue grasse, donc sa queue peut être relativement grosse. C'est dans sa queue qu'il va cacher ses réserves de graisse. Il vient d'une région du monde où il peut y avoir beaucoup de nourriture disponible et quelques mois après, ne plus rien avoir du tout. Donc pour résister à cette famine, le lézard va avoir besoin d'une réserve de graisse qui est conséquente. Encore une fois, on le compare très souvent au gecko léopard. Il nécessite une humidité qui est un peu plus élevée et c'est un lézard qui est un peu plus discret comme mentionné plus tôt. Et j'ai remarqué que c'est une espèce qui est un peu moins gênée quand il y a beaucoup de cachettes et beaucoup de végétation. Pour ce qui est du terrarium, comme vous voyez juste en arrière de moi, on est parti sur un 60 cm par 45 cm par 45 cm. C'est une taille que je considère moi-même comme étant un minimum. Je n'irai jamais en dessous et j'irai bien évidemment au-dessus si j'en avais la possibilité. C'est un lézard qui est terrestre, donc on va vouloir privilégier la surface au sol. Dans mon cas, on a 60 cm de largeur, on n'a pas 60 cm de hauteur. On aurait pu même aller sur un terrarium qui fait, au lieu de faire 45 cm, il aurait pu faire 30 cm sans aucun problème. C'est vraiment important et je vais vraiment souligner ce point-ci. Il faut vraiment un terrarium avec une ouverture frontale. C'est vraiment important parce que dans la nature, ces prédateurs vont souvent venir l'attraper par au-dessus. Donc si jamais toi tu ouvres le toit de ton terrarium pour aller récupérer ton animal, ça peut le stresser. Donc ça peut être un peu plus difficile de bâtir une relation de confiance avec l'animal puisque à chaque fois que tu viens l'attraper par au-dessus, tu lui fais vivre un grand stress. Évidemment, il faut une très bonne aération. Comme vous voyez, j'ai une grille sur tout le haut du terrarium. Donc tout ce qui est terrarium, Exoterra, Zoomed, etc. Toutes les grandes marques qui font des terrariums très similaires à celui-là, je vous les recommande
fortement. Aussi, vu que c'est un lézard qui est craintif et nocturne, je préfère le garder dans une zone où il n'y a pas beaucoup de passage. On est ici dans une pièce où il n'y a personne qui vient, c'est une pièce de rangement. Donc je l'ai mis ici, il est au calme, il n'y a pas trop de bruit et il n'y a pas trop de mouvement autour de lui. Comme tu peux voir dans mon terrarium, j'ai un fond qui a été fait sur mesure. Que ce soit la racine, que ce soit les roches que tu vois dans le background, c'est moi qui les a fait de A à Z. La méthode que j'ai utilisée, je vais l'aborder dans une autre vidéo en détail parce que ça prend une vidéo en entier par elle-même. Mais pour faire bref, j'ai utilisé du polystyrène et de la mousse polyuréthane. Ensuite, avec ces deux composantes, j'ai pu sculpter la structure générale que j'ai recouvert avec de la colle à carrelage. Une fois que la colle à carrelage a plus ou moins séché, je suis allé tracer des petits détails dans la structure. Et pour finir, je suis allé appliquer plusieurs couches d'acrylique. Chaque couche a son importance pour faire ressortir les détails. Et finalement, j'ai mis du vernis pour m'assurer que le fini était intemporel. Pour ce qui est du substrat, moi, je trouve que c'est là où la plupart des débutants vont faire une erreur. Ils vont soit mettre du sable, soit mettre de la fibre de coco. Les deux ont un énorme potentiel d'obstruction intestinale, mais surtout, ce n'est pas confortable pour ton lézard. Au-dessus de ça, moi personnellement, je trouve pas ça très esthétique et ça ne réplique pas l'habitat naturel du lézard. Moi, ce que j'ai utilisé ici, c'est un mélange de Reptisoil de chez Zoomed et du Desert Stone de chez Exoterra. Je suis allé dans un ratio d'à peu près 50%, 50%. Il y en a un qui va me permettre de retenir un peu plus l'humidité, donc le Reptisoil, et l'autre va me permettre d'avoir une structure qui est un peu plus solide au niveau du substrat pour éviter qu'il se fasse ingérer. En plus de ça, ce qui est cool avec le Desert Stone, c'est qu'une fois que tu l'as recouvert d'eau, ton lézard va pouvoir creuser ses propres galeries. J'ai aussi mis beaucoup de feuilles mortes. La raison, c'est que c'est un substrat qui est bioactif. Donc j'ai mis beaucoup de collemboles et j'ai mis aussi quelques cloportes. Et donc pour nourrir ces animaux-là, il leur faut des feuilles mortes qui vont les consommer et ainsi pouvoir survivre et nettoyer les petits caca qu'il y a un peu partout dans le terrarium. Donc encore une fois, je reviens vite fait sur ce point-là. Je ne recommande pas et je déconseille le sable et la fibre de coco uniquement. Si tu fais un substrat toi-même, tu mélanges du sable, de la fibre de coco, de l'argile, du substrat argileux comme le Desert Stone, c'est parfait tant que tu as une consistance qui ne ressemble pas à du sable. Et les cachettes, pour un lézard qui est aussi discret, c'est l'un des aspects les plus importants. Donc moi, je recommande un minimum et c'est un énorme minimum. Personnellement, je le ferais même pas. Ça serait 3 cachettes. Il faut une cachette au point chaud, une cachette au point froid et une cachette au milieu. Cette cachette du milieu, c'est celle qu'on va appeler la cachette humide. Donc, tu vas pouvoir mettre de la mousse de sphaigne à l'intérieur pour créer un petit microclimat humide. Cette cachette peut servir à deux choses. Premièrement, la plus importante, les mues. Donc ton lézard, quand il va vouloir muer, il va aller chercher l'endroit le plus humide dans son terrarium. Par la suite, au fur et à mesure, si tu as pris de l'expérience et tu fais de la reproduction, cette cachette humide va permettre aux femelles d'aller pondre. On va avoir deux zones bien définies. On va avoir la zone froide et la zone chaude. La zone chaude va être constituée d'un point chaud localisé, qu'on appelle en anglais le basking spot. À ce point-là, très localisé, on veut atteindre la température de 32 degrés Celsius. Comment j'atteins cette température-là? C'est grâce à une lumière chauffante Arcadia de 75 watts. 75 watts, ce n'est pas obligatoirement le nombre de wattage dont tu as besoin. Moi, par exemple, ici, en été, j'ai 75 watts. En hiver, je suis obligé de monter à 100 watts. Donc, juste pour te dire, il y a une grosse différence déjà chez moi. Donc, si chez toi, ton gecko à queue grasse est dans une pièce où il fait 18 degrés, je te recommande d'aller un peu plus haut au niveau du wattage. Aussi, ce qui est super important, j'ai un tapis chauffant qui est au niveau de la cachette chauffante. Encore une fois, on va atteindre une température de 32 degrés Celsius. Gros disclaimer, dans cette zone chauffante, on va avoir un tapis chauffant qui, lui, va devoir être contrôlé par un thermostat. C'est vraiment important parce que des fois, les tapis chauffants peuvent monter un peu plus haut que prévu et ça peut créer des brûlures sur ton lézard. Les lézards ont des récepteurs nerveux qui ne sont pas aussi développés que les nôtres. Donc, si jamais il y a une température qui devient de plus en plus élevée, ils ne vont pas ressentir immédiatement l'urgence de se retirer d'un point qui est un peu trop chaud. Le fait d'avoir un thermostat, c'est de s'assurer une sécurité au niveau de la santé de notre animal. Dans la cachette au point le plus frais, on veut une température aux alentours de 22 à 23, 24, maximum 25 degrés Celsius. L'important, c'est de vraiment créer un gradient de température où ton lézard peut aller choisir où se poser. C'est un animal à sang froid, donc pour réguler sa température, il a besoin de plusieurs points où il peut aller choisir la température que son corps va atteindre. Pour ce qui est de la température ambiante, on parle d'après un 25 degrés Celsius, mais je me casse pas trop la tête avec ces détails-là. Si tu as un point chaud localisé à 32 et un point froid qui est aux alentours de 23 degrés Celsius, tu devrais atteindre dans ce genre de volume
environ 25 degrés Celsius de température ambiante. Il faut évidemment une baisse nocturne. Donc moi, la température ambiante descend à 22 degrés Celsius. Toutes ces températures-là, tu peux les vérifier avec un thermomètre digital. Mais moi, ce que je te recommande, c'est un thermomètre à infrarouge. La température est vraiment précise et ça te permet de savoir la température exacte à chaque endroit. Pour ce qui est de l'humidité, je me casse pas trop la tête personnellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais très bien arroser le terrarium environ une fois par semaine. C'est aussi important de comprendre que c'est un animal où dans son habitat naturel, il y a des variations saisonnières au niveau de l'humidité. Donc présentement, j'essaie d'imiter un peu la saison sèche. Donc j'arrose une fois par semaine et pas plus que ça. Mais maintenant, vu que l'hiver va arriver, je vais un peu augmenter mon rythme d'arrosage. Je vais monter à 2 à 3 fois par semaine. Le plus important, c'est que le substrat ne soit pas détrempé et que tu puisses voir que ton animal fait des belles mues. C'est vraiment les règles générales par rapport à l'humidité. Moi ici, ma femelle gecko à queue grasse s'appelle Peach. Comme tu peux voir de son coloris, elle ne ressemble pas au gecko à queue grasse que tu peux trouver dans la nature. C'est une morphe qu'on appelle Amélanistique tangerine. C'est une forme d'albinisme, donc elle n'a aucun pigment noir tout son corps. Malheureusement, ça affecte un peu sa vision. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un éclairage qui est beaucoup trop fort et surtout ne pas lui mettre d'UVB. Je sais, ça sonne rentrer en contradiction avec tout ce que j'ai pu dire depuis le début de cette chaîne, mais c'est un lézard. Au contraire, si on lui mettait des UVB, ça lui ferait plus de mal que de bien. C'est dû au fait qu'il y a une certaine sensibilité au niveau de ses yeux et qu'une exposition prolongée à des UVB lui causerait une cécité prolongée. Par contre, si toi, tu as décidé de te prendre un spécimen qui n'était pas albinos, je te recommande de prendre un tube UVB de chez Zoomed 5.0 d'environ une trentaine de centimètres. Et l'important, c'est qu'il soit localisé. Je sais qu'avec un tube, c'est un peu compliqué à faire, mais ce que je vais te recommander, c'est de le mettre à une extrémité du terrarium. C'est des lézards nocturnes, donc tu risques pas de les voir constamment pendant la journée. Par contre, ça arrive de voir des geckos léopards ou des geckos à queue grasse sortir de leur cachette et s'exposer aux UVB pendant quelques heures. Ce qui est surtout important si tu mets des UVB, c'est d'avoir un UVB mètre. Ça va te permettre de savoir l'intensité d'UVB à l'endroit où tu le mesures. Le terme bioactif est un peu jeté à tout va. Ici, dans mon cas, on peut dire que c'est bioactif. Donc, il y a des cloportes, des colamboles, des feuilles mortes, des plantes vivantes. Donc, moi, j'ai choisi un terme qui est bioactif parce que ça te permet d'avoir un entretien qui un peu plus réduit que la normale. Au lieu de devoir constamment jeter ton substrat, dans ce cas-là, ton substrat va devenir vivant. Tes cloportes et tes colamboles vont manger à peu près tout ce qui est déchets organiques. Ça inclut les grillons morts, les excréments de ton animal, même les mues de ton animal. Par la suite, ces colamboles et ces cloportes vont faire des déjections qui, elles, vont nourrir les plantes vivantes que tu as dans ton système. Par contre, c'est un peu comme un aquarium, donc il faut le laisser se cycler avant d'introduire un animal vivant dedans. C'est parce que si tu n'as pas assez de colamboles et de cloportes et que l'animal fait ses déjections, il y a des restants de mue dans ton terrarium, ben en nez, ça va s'accumuler, il n'y aura pas assez de cette équipe de nettoyage pour s'en débarrasser. Par contre, je veux souligner un fait qui est très important. Un terrarium bioactif n'est pas un terrarium sans entretien. Un gecko à queue grasse, c'est un lézard qui est relativement gros, donc quand il fait ses excréments, ils peuvent être d'une certaine taille, ils vont pas être nécessairement décomposés dans la même semaine. Donc moi, ce que je fais de mon possible une fois par semaine. Je vais aller récolter les excréments et je vais en disposer pour éviter que ça fasse une surcharge de déchets organiques dans le terrarium. Pour ce qui est de l'eau, c'est très facile. On change l'eau à tous les jours, on met de l'eau fraîche et on nettoie le bol le plus souvent possible. Pour ce qui est de la nourriture, c'est comme tous les autres lézards insectivores. On va partir sur des grillons, des blattes, des vers à soie, des vers Goliath. Le plus important, c'est de s'assurer d'offrir une diversité d'insectes à son lézard. Ici, Peach est un peu capricieuse, donc elle mange notamment des grillons. J'ai jamais réussi à lui faire manger d'autres vers. Ça fait uniquement 2 mois qu'elle est ici, donc je vais prendre mon temps et m'assurer qu'elle puisse manger un peu de tout. Pour ce qui est de la taille des proies, généralement, le bon indicateur, c'est de se dire que la largeur de l'insecte, pas la longueur, la largeur de l'insecte doit correspondre à la taille entre les 2 yeux de l'animal. C'est pour éviter que l'animal s'étouffe, qu'il ne régurgite sa nourriture. Si tu as la chance d'accueillir un bébé gecko à queue grasse, tu vas devoir le nourrir tous les jours. Ça va être des portions et des tailles d'insectes plus petites, mais il va falloir que tu le nourrisses tous les jours. Pour ce qui est d'un adulte, ici, Peach mange 2 fois à 3 fois maximum par semaine. J'ai remarqué que c'est des lézards qui peuvent facilement faire de l'embonpoint si on ne fait pas attention à leur alimentation. Pour ce qui est de la supplémentation, comme tous les autres lézards, tu vas devoir mettre du calcium sur leur nourriture. Donc moi ici, le calcium, j'en mets à tous les repas. Je mets du calcium avec de la D3.
parce que je mets pas d'UVB une fois par semaine. Et les multivitamines, j'en mets pas beaucoup, j'en mets une fois aux 2 semaines. Par contre, je nourris très bien les insectes que je donne à mes animaux. Ça s'appelle le gut loading, donc c'est nourrir les insectes nourriciers avant de les donner aux animaux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne un mélange de carottes, de courges, de choux frisés à mes insectes environ 48 heures avant de les donner à mes animaux. Ça permet d'avoir un conduit digestif qui est rempli de bons nutriments, qui va être ensuite transmis à ton animal. Pour ce qui est des manipulations et du comportement, je pense que c'est un des lézards les plus facilement manipulables. Je suis allé à l'élevage de chez Reptile Tales où j'ai acheté Peach et tous leurs animaux adultes étaient manipulables. Et quand je dis manipulable, c'était que je pouvais prendre un mâle adulte dans mes mains et qu'il allait dormir dans mes mains, se taper une petite sieste. Donc si toi tu veux un lézard qui est à manipuler, c'est vraiment dans le meilleur choix possible. Et l'important c'est de vraiment laisser une période d'adaptation et de faire des manipulations qui sont courtes. Donc on parle de 5 à 10 minutes par jour. Je ne recommande pas de le sortir 30-40 minutes tous les jours. Tu vas stresser ton animal, il va arrêter de manger et il peut même éventuellement se montrer agressif. Il faut surtout pas que tu l'attrapes par la queue, donc il peut faire de l'autotomie, c'est-à-dire qu'il peut faire détacher sa queue. C'est aussi un animal, comme j'ai mentionné initialement, qui est nocturne. Donc si tu fais tes manipulations, c'est mieux d'attendre que les lumières se soient éteintes. Un côté important à noter aussi, c'est les mus. C'est des animaux que si on fait pas attention à leurs mus, ça peut s'accumuler, ça peut devenir dangereux. Quand je dis dangereux, c'est qu'ils peuvent perdre des bouts d'orteils ou des bouts de queue si on fait pas attention. Donc regarde souvent ton animal plusieurs fois par semaine, assure-toi qu'il a bien fait ses mus. Une mue en santé, c'est une mue qui part complètement. Pour résumer, ton entretien quotidien, ça va être de changer l'eau. Ton entretien hebdomadaire, ça va être évidemment de nourrir ton lézard. Ça va être de ramasser les excréments, t'assurer qu'il a fait de bonnes mues, rebrumiser la cachette humide et évidemment de vérifier les températures, l'humidité et les UVB quelques fois par année pour t'assurer qu'il n'y a pas eu de grosses variations saisonnières. On tombe dans la dernière section, donc c'est les erreurs les plus fréquentes. Généralement, les gens vont aller sur un terrarium qui est trop petit. Comme j'ai dit au début, ce terrarium est vraiment un minimum. J'ai vu beaucoup de gens mettre des geckos léopards ou des geckos à queue grasse dans des terrariums qui font 30 cm3. C'est l'équivalent pour toi d'être enfermé dans un terrarium qui fait à peu près 4 mètres carrés. Donc c'est inconcevable, ne fais donc pas vivre ça à ton animal. Une autre erreur, c'est d'avoir un setup qui est trop vide et pas assez de cachette. Ton lézard doit se sentir en sécurité. Il y a une notion qui peut sembler un peu farfelue, mais c'est de se dire que plus tu as de cachette, plus tu vas voir ton animal. Pourquoi est-ce que tu vas me dire? C'est surtout parce qu'il va se sentir en sécurité. Il va sortir de ses cachettes en se disant qu'il peut retourner à n'importe quel moment parce que les cachettes les plus proches sont à 2 ou 3 cm de lui. Par contre, si tu as juste 2 cachettes dans un terrarium qui est aussi gros que celui-là, tu vas voir que ton lézard va quasiment jamais sortir. Aussi, encore une fois, achète-toi un thermostat dès que tu mets un tapis chauffant. C'est vraiment important, ça évitera de blesser ton gecko à queue grasse. Et fais attention aussi, c'est des animaux qui peuvent devenir obèses très rapidement. Donc donne des petites quantités d'insectes, regarde, tu peux toujours peser ton animal et voir les fluctuations de poids. Si ton animal est dans un poids santé et que dans 2-3 mois il prend 10 grammes, pose-toi des questions sur la fréquence et la quantité des nourrissages. Aussi, beaucoup de personnes ne supplémentent pas adéquatement leurs reptiles et ça fait en sorte qu'on a des lézards qui ne vivent pas tout leur potentiel de longévité. Ils peuvent choper une maladie osseuse qui leur gruge littéralement les os s'ils n'ont pas un bon apport en calcium, en vitamine D3 ou en UVB, un des deux. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé le sujet. J'espère aussi que tu as aimé mon terrarium, ça m'a pris plusieurs dizaines d'heures pour le finir. Que ce soit le background ou ensuite inclure les décorations, mettre le substrat, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à en mettre en commentaire, c'est très important. Et j'espère que ça t'a fait découvrir un reptile qui est très facile d'entretien et qui est mignon comme tout. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, laisser un like et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.